Le 29e avril 1945, des soldats américains arrivent au camp de concentration de Dachau, attirés par des rapports de renseignements troublants. Rien de ce qu'ils avaient lu dans ces rapports ne les avait préparés à la réalité choquante qu'ils allaient découvrir à Dachau, où ils apprirent rapidement toutes les atrocités commises par les gardes nazis. Les officiers alliés avaient reçu des ordres stricts du général Eisenhower de conduire tous les criminels nazis devant la justice en toute sécurité, sans se faire justice eux-mêmes. Cependant, rien ne les empêchait de détourner le regard pendant que les anciens détenus se vengeaient des meurtres et des coups qu'ils avaient endurés pendant des années. Que se passe-t-il lorsque la distinction entre justice et vengeance commence à s'estomper? Dans les moments tumultueux suivant la libération de Dachau, le camp s'est transformé en champ de bataille, les gardes nazis affrontant les conséquences sévères de leurs actes odieux. Bienvenue à The Marshall Memoirs. Révéler les horreurs de l'un des camps de la mort les plus brutaux d'Allemagne. Le 29e avril 1945, durant les jours agonisants de la Seconde Guerre mondiale, une série d'événements tragiques se sont déroulés au camp de concentration de Dachau. Après sa libération, les prisonniers de guerre allemands ont fait face à des représailles violentes de la part de soldats américains dégoûtés et de détenus vengeurs du camp, marquant un chapitre sombre de l'histoire du conflit. Le nombre exact de membres des SS qui ont perdu la vie lors de cet incident reste incertain, la plupart des estimations suggérant un chiffre compris entre 35 et 50 victimes. Dans les jours précédant la libération du camp, les gardes SS ont exécuté des milliers de détenus, tandis que des dizaines de milliers d'autres ont été forcés à des marches de la mort, où les prisonniers ont dû marcher des centaines de kilomètres vers le prochain camp d'internement, situé plus loin dans le territoire encore contrôlé par les nazis. D'innombrables vies ont été perdues en raison de la brutalité et du froid au cours de ces marches douloureuses. Les réactions des soldats alliés en pénétrant dans le camp de la mort étaient un mélange complexe de choc, d'horreur, de perturbation et de colère. Ils se sont retrouvés confrontés à la vue accablante de milliers de cadavres tout en affrontant l'hostilité de certains gardes allemands qui avaient ouvert le feu et résisté à la reddition. Lorsque les soldats de la 42e division, surnommée Rainbow, entrèrent dans la ville bavaroise de Dachau pendant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, ils s'attendaient à découvrir un terrain d'entraînement vide pour les forces d'élite SS d'Adolf Hitler, ou peut-être un camp de prisonniers de guerre. Ce qu'ils ont découvert, cependant, était tout autre et restera à jamais gravé dans leur mémoire. Des montagnes de cadavres émaciés, de nombreux wagons de train remplis de restes humains sévèrement décomposés, et peut-être le plus difficile à comprendre, des milliers de squelettes ambulants qui avaient enduré les atrocités de Dachau, le premier et le plus ancien des camps de concentration nazis. Malgré le fait que d'autres camps avaient été envahis depuis janvier 1945, presque tous les soldats arrivant à Dachau, des généraux aux simples soldats, ignoraient en grande partie la véritable nature des camps de concentration. Ils ne pouvaient tout simplement pas concevoir l'étendue de l'esclavage, de l'oppression et des atrocités commises par les nazis. La libération de Dachau par les troupes américaines en avril 1945 marqua un moment significatif, mais ce n'était pas la première libération par les forces alliées. En réalité, Dachau fut le 3e camp de concentration à être libéré par les forces alliées britanniques ou américaines. Ils ne connaissaient toujours pas l'ampleur des horreurs que cachaient les camps nazis. Des nouvelles concernant Auschwitz avaient lentement circulé au sein des rangs de l'armée américaine, mais la plupart des soldats ne pouvaient tout simplement pas croire qu'elles étaient vraies. Maintenant, ils savaient. En pénétrant plus profondément dans le complexe, les soldats trouvèrent d'autres corps. Certains étaient morts des heures ou des jours avant la capture du camp et gisaient là où ils étaient tombés. En inspectant le camp, ils découvrirent une rangée de structures en béton contenant des pièces remplies de centaines de corps nus ou à peine vêtus, empilés du sol au plafond. De plus, ils ont rapporté l'existence d'un crématorium à charbon et d'une chambre à gaz. Les visuels bouleversants et les témoignages personnels capturés par les libérateurs stupéfaits de Dachau ont transmis les dures réalités de l'Holocauste au public américain. Dachau, du camp pour prisonniers politiques à la machine de mort. Dachau a été inauguré en 1933 avec le tristement célèbre chef des SS, Heinrich Himmler, le déclarant comme le premier camp de concentration pour prisonniers politiques.
En effet, dans ses premières années, Dachau servait de camp de détention pour travaux forcés, ciblant les individus considérés comme ennemis du parti nazi. Au début, cela incluait les syndicalistes, les communistes et les socialistes démocrates. Au fil du temps, la population du camp s'est élargie pour inclure les tziganes roms, les homosexuels, les témoins de Jéhovah et les juifs. L'opération de Dachau, marquée par son efficacité glaçante, était principalement orchestrée par le commandant SS Theodor Eicke. Il a mis en place une doctrine sévère de déshumanisation reposant sur le travail forcé, la punition corporelle, le fouet, la privation de nourriture et l'exécution rapide de ceux qui tentaient de fuir. Les prisonniers de Dachau ont enduré des conditions difficiles en démantelant une grande usine de munitions de la Première Guerre mondiale, construisant par la suite les baraquements et les bureaux qui allaient devenir le site principal de formation des SS. Les prisonniers ont construit ce qu'ils appelaient un camp de détention préventive, un terme qui dissimulait la sinistre réalité du camp de concentration niché au sein du vaste complexe de Dachau. Cette zone se composait de 32 baraquements délabrés entourés par une clôture de barbelés électrifiés, un fossé profond et 7 tours de garde imposantes. Dans un témoignage poignant de traitements inhumains, les prisonniers ont subi des expériences médicales impliquant des injections de maladies mortelles telles que le paludisme et la tuberculose. La réalité sinistre est soulignée par les innombrables individus qui ont péri à cause des travaux exténuants ou des tortures. Leurs corps étaient systématiquement incinérés dans le crématorium du camp pour effacer toute trace de leur existence. Inscrite sur le portail en fer séparant le camp de concentration de la région environnante de Dachau, on pouvait lire les mots moqueurs « Arbeit macht frei » qui se traduisent par « le travail rend libre ». Dachau est devenu une réalisation significative pour les nazis, ce qui a conduit à la promotion d'Eicke au poste d'inspecteur général de tous les camps de concentration allemands, Dachau servant de modèle pour les autres. À la suite de la tristement célèbre Nuit de cristal, la nuit de verre brisé, lorsque des foules nazies se sont déchaînées contre les synagogues, les commerces et les maisons juives dans toute l'Allemagne, il y a eu une augmentation significative du nombre de juifs internés à Dachau. Alors que les forces américaines se préparaient à libérer Dachau, le camp comptait 67 665 prisonniers enregistrés, dont environ un tiers se déclarant juifs. Un jour fatidique de 1945, des soldats américains, dirigés par le lieutenant-colonel Felix L. Sparks, se dirigèrent vers le vaste complexe de Dachau depuis le sud-ouest. Là, ils découvrirent 39 wagons remplis d'environ 2000 cadavres squelettiques abandonnés sur les voies juste au-delà du complexe. Des morceaux de tissus cérébraux jonchaient le sol, un témoignage macabre de la violence qui s'était déroulée, un décor présentant un crâne écrasé à proximité. L'odeur âcre de corps en décomposition et de déchets humains remplissait l'air, tandis que la vue terrifiante de figures maigres et nues provoquait des réactions viscérales parmi les soldats qui approchaient. Vomissements, larmes, incrédulité et une colère profonde les envahirent. Les soldats de la compagnie H du 22e régiment avancèrent en utilisant un haut-parleur pour exhorter les SS à se rendre, mais leur réponse fut un défi. Les troupes américaines se retrouvèrent sous le feu des mitrailleuses positionnées dans une tour de garde et dans un bâtiment voisin. Au fur et à mesure que l'exploration progressait dans l'agencement complexe, notamment dans les sections désignées pour les prisonniers, un nombre croissant de corps apparut. Certains étaient morts des heures ou des jours avant la capture du camp, restés là où ils avaient rendu leur dernier souffle. Les soldats ont raconté leurs observations effroyables d'une série de structures en ciment, chacune abritant des pièces remplies de centaines de corps nus ou à peine vêtus empilés du sol au plafond. Parmi ces visions terrifiantes se trouvait un crématorium alimenté au charbon et une chambre à gaz, des rappels poignants des atrocités découvertes. Jusqu'à ce que les Américains le découvrent, le commandant du camp était le général SS Martin Weiss. Les jours précédents, Weiss ainsi que les gardes du camp et les garnisons SS avaient évacué le camp en prévision de l'arrivée des troupes américaines. Le capitaine SS Heinrich Wicker, qui mourut peu après s'être rendu, fut alors désigné pour superviser un contingent d'environ 560 hommes restés sur place. Ce groupe se composait principalement de détenus enrôlés de la prison disciplinaire SS située au sein du camp de concentration de Dachau, aux côtés de troupes hongroises de la Waffen-SS.
Les soldats américains ne pouvaient pas croire ce qu'ils ont découvert à Dachau. La reddition de Dachau n'était ni simple ni pacifique. En théorie, le capitaine Wicker devait remettre le contrôle du camp au général de brigade Henning Linden de la 42e division d'infanterie de l'armée américaine. Mais cela ne se fit pas sans que les troupes des deux camps s'engagent dans plusieurs escarmouches armées à l'intérieur du complexe. Heinrich Himmler anticipa l'arrivée des troupes américaines aux portes de Dachau 2 semaines à l'avance. En février 1945, il envoya un télégramme au commandant en poste à Dachau, Eduard Weiter, l'avertissant que rendre le camp à l'ennemi était impensable. Le camp tout entier devait être évacué. Aucun prisonnier ne devait tomber vivant entre les mains de l'ennemi. Himmler autorisa Weiter à massacrer toute la population du camp avec des bombes à gaz si nécessaire. Il avait des instructions pour tuer autant d'Américains que possible en procédant ainsi, mais Weiter lui désobéit. Quand la fin devint inévitable, Weiter rassembla ses administrateurs dans son bureau et annonça que Dachau serait remis aux Américains par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Il demanda aux officiers SS de courir vers le dépôt de vêtements pour se déguiser en civils et en prisonniers. Alors que cette scène se déroulait dans la nuit du 28 avril, le général américain Linden se trouvait déjà aux portes du camp principal, accompagné du général de division Collins et de plusieurs centaines d'hommes armés. Seuls 130 SS armés restaient à l'intérieur. Certains nazis s'étaient échappés en cachette, d'autres se cachaient tout quelque part. D'autres encore avaient été tués au cours des 2 jours précédents en tentant de défendre certains des sous-camps qui composaient le complexe de Dachau. Le dernier des camps de Dachau était le principal, où tous les hauts responsables nazis tentaient maintenant de négocier leur sortie vivant. Linden rapporta avoir atteint le poste de commandement dans la ville de Dachau vers 15 heures. Il traversa ensuite la rivière Amper en direction du complexe, à environ 500 mètres au sud du pont qu'il avait franchi. Lorsque les portes de Dachau s'ouvrirent, selon les termes négociés, les Américains furent accueillis par le docteur Victor Maurer de la Croix-Rouge, accompagné d'un officier SS. Maurer avait attaché un mouchoir blanc à un balai pendant que les jeeps de Linden les entouraient. Linden prit le commandement du camp au milieu d'un certain chaos. Victor Maurer se tenait aux côtés de 2 soldats SS qui se présentaient comme le commandant du camp et son adjoint. Dans la nuit du 28, ils étaient arrivés pour remplacer le personnel régulier du camp, leur mission étant de remettre le camp aux Américains qui avançaient. Un représentant de la Croix-Rouge suisse a signalé qu'environ 100 gardes SS étaient présents dans le camp, leurs armes étant rangées, à l'exception de celles des soldats dans les tours de garde. Il émit des directives claires, indiquant qu'aucun coup de feu ne devait être tiré. La tâche de relâcher les gardes nécessiterait environ 50 hommes, étant donné la présence de 42 000 détenus, dont beaucoup étaient décrits comme à moitié fous et atteints de typhus. Il lui demanda s'il détenait le grade d'officier et il répondit qu'il occupait le poste de commandant adjoint de la 42e division d'infanterie et qu'il était là pour accepter la reddition du camp au nom de la division Rainbow pour l'armée des États-Unis. À l'approche de Dachau par les fantassins américains, fin avril 1945, l'odeur omniprésente qui remplissait l'air indiquait que quelque chose n'allait pas. Certains soldats pensaient qu'ils étaient placés sous le vent d'une usine chimique, tandis que d'autres comparaient l'odeur âcre à celle des plumes d'un poulet brûlé. Aucune de leurs expériences de combat précédentes ne les avait préparés aux défis qui les attendaient. Dans les semaines précédant la libération, les commandants nazis à Buchenwald, un autre sombre symbole de l'Holocauste, entassèrent au moins 3000 prisonniers dans 40 wagons, cherchant à les cacher aux forces alliées qui avançaient. Le train devait atteindre Dachau quelques jours plus tard. Cependant, un voyage terrifiant s'étendant sur plus de 3 semaines s'est déroulé. Des 3000 passagers du train, tous sauf un quart, ont succombé aux réalités terribles de la famine, de la déshydratation, de l'asphyxie et des maladies. Les survivants furent rassemblés dans le camp de concentration, tandis que d'innombrables cadavres restaient abandonnés dans les wagons, laissés à la décomposition. C'est ainsi que les soldats américains arrivant à Dachau ont rencontré pour la première fois le train de la mort. Les visions perturbantes et les odeurs émanant du train de la mort ont submergé de nombreux soldats américains, les laissant à la fois physiquement malades et émotionnellement traumatisés. Pourtant, ce n'était qu'un aperçu des horreurs inimaginables qui les attendaient à l'intérieur du camp.
Dans les semaines précédant la libération, les nazis avaient transporté des prisonniers depuis divers endroits en Allemagne et même depuis Auschwitz. Comme les survivants du train de la mort de Buchenwald, ces nouveaux arrivants étaient confrontés à la famine et aux maladies telles que le typhus. Les officiers correctionnels de Dachau entassèrent systématiquement les nouveaux arrivants dans des baraquements déjà surpeuplés, entassant jusqu'à 1600 hommes dans des bâtiments initialement conçus pour en accueillir seulement 250. Dans le camp, la famine et les maladies ravagèrent la population, entraînant la perte tragique de milliers de prisonniers à peine quelques jours avant l'arrivée de la libération. Les nazis tentèrent de brûler autant de corps que possible avant d'abandonner Dachau, mais le nombre était tout simplement écrasant. Dans un chapitre tragique de l'histoire, 7000 prisonniers supplémentaires de Dachau, principalement des Juifs, furent forcés de marcher vers Tegernsee au sud. Au cours de ce sombre voyage, ceux qui restaient en arrière étaient abattus, tandis que d'innombrables autres succombaient à l'épuisement implacable. Colère réprimée et fureur déchaînée lors de la libération de Dachau. Lorsque les GIs américains pénétrèrent dans le camp de concentration, ils furent confrontés à des scènes déchirantes. Des tas de corps sans vie gisaient devant eux, leurs peaux tendues sur des formes émaciées, témoignage brutal des horreurs qui s'étaient déroulées. Dans une série d'interviews poignantes, les soldats racontèrent la vision macabre de corps empilés comme des bûches. Une métaphore qui, involontairement, dépouillait les prisonniers tombés de leurs derniers vestiges d'humanité. Cependant, pour les soldats, percevoir ces corps comme pleinement humains à ce moment-là aurait été un fardeau écrasant. Selon les rapports, partout où l'on regardait, un tableau glaçant de corps apparaissait, des individus oscillant au bord de la mort ou dans un état de décomposition totale qui submergeait les sens, rendant presque impossible toute compréhension. Lorsque les soldats américains de la 45e division Thunderbird tombèrent sur le train de la mort, cela marqua le début d'une révélation traumatisante. Les soldats de cette division avaient déjà enduré 500 jours de combat, croyant avoir vu toutes les horreurs possibles que la guerre pouvait leur infliger. Au milieu du chaos, un train apparut, chargé d'âmes innocentes, leurs yeux et bouches béants, semblant implorer de la compassion. Un nombre significatif de soldats américains furent vus fondant en larmes. Une colère intense et brûlante envahit certains des combattants les plus endurcis. Lorsque 4 officiers allemands émergèrent de l'ombre des bois, un mouchoir blanc levé en signe de reddition, le lieutenant William Walsh les conduisit dans un wagon dont l'intérieur était jonché de corps sans vie. D'un geste rapide, il sortit son pistolet et tira. Tandis que les Allemands mortellement blessés criaient de douleur, d'autres soldats américains s'avancèrent pour achever la tâche. À l'intérieur de Dachau, les conditions se détériorèrent encore. Environ 50 à 125 officiers SS et divers membres de l'armée allemande, y compris du personnel hospitalier, furent rassemblés dans une cour à charbon. Walsh demanda une mitrailleuse, des fusils et un mitrailleur armé d'un Tommy gun. Alors que les soldats chargeaient méthodiquement une ceinture de balles dans la mitrailleuse, les prisonniers allemands se levèrent et commencèrent à s'approcher de leurs captifs américains. À ce moment-là, Walsh aurait sorti son pistolet en criant « Allez-y, tirez !» Dans un moment effroyable qui dura à peine une demi-minute, une rafale de coups de feu éclata, entraînant la perte tragique d'au moins 17 prisonniers allemands dans la cour à charbon de Dachau. Au cœur des expériences traumatisantes vécues par les libérateurs à Dachau, il y avait la rencontre avec les prisonniers survivants, au nombre d'environ 32 000. Leur état était qualifié de « squelettes ambulants », reflet saisissant d'une malnutrition extrême et de maladies. Affaiblis par le typhus et infestés de poux, les prisonniers épuisés se tournèrent vers leur libérateur, incapables de comprendre que leur terrible périple touchait enfin à sa fin. Non préparés et ignorant des soins nécessaires aux individus souffrant de malnutrition sévère, les soldats sortirent leurs rations et barres de chocolat Hershey, offrant tout ce qu'ils avaient aux prisonniers émaciés qui dévorèrent la nourriture avec désespoir. Dans un tournant déchirant des événements, leurs systèmes digestifs ne purent digérer la nourriture solide, et beaucoup périrent à cause de cela. Des années plus tard, beaucoup de ces soldats luttèrent avec un profond sentiment de culpabilité en repensant à l'horreur initiale qu'ils avaient ressentie en découvrant les prisonniers, suivis de remords pour les avoir suralimentés.
Ils se sentaient comme s'ils avaient éteint leurs esprits avec un excès de bonté. Le poids de la culpabilité s'alourdit lorsque les soldats américains se trouvèrent incapables de permettre aux prisonniers libérés de quitter effectivement Dachau. Au départ, il nécessitait des soins intensifs pour retrouver la santé, un processus qui dura plusieurs mois. Ensuite, il était essentiel de trouver un endroit approprié pour les loger. Dans un retournement de situation déchirant, de nombreux prisonniers juifs libérés de Dachau se retrouvèrent à endurer des séjours prolongés dans des camps de personnes déplacées, souvent pendant des années, avant de se voir offrir la possibilité d'émigrer vers des pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni ou la Palestine. La guerre doit continuer. Les soldats américains, après avoir été témoins de l'horreur inimaginable. De nombreux soldats américains ayant participé à la libération de Dachau ne restèrent qu'une courte période avant de continuer vers d'autres missions. La responsabilité de s'occuper des survivants incombait aux unités médicales de combat, tandis que des équipes de génie s'attelaient à la tâche solennelle d'enterrer les défunts et de rétablir l'ordre dans le camp. Les nouvelles des événements survenus dans des lieux comme Dachau et Buchenwald se propagèrent rapidement parmi les forces alliées. Dans les jours et les semaines suivant la libération, de nombreux soldats et officiers visitèrent les camps de concentration pour témoigner de leurs propres yeux des actes horrifiques commis par les nazis. Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler se suicida un jour seulement après la libération de Dachau, alors que la défaite de l'Allemagne devenait une certitude. Pour de nombreux soldats, être témoins des horreurs de Dachau transforma leur compréhension de la guerre, lui conférant une signification profonde qui résonnerait bien après la fin du conflit. Ils ne livraient pas simplement une bataille contre un ennemi, mais contre l'essence même du mal. Le 12 avril 1945, le général Dwight D. Eisenhower, accompagné des généraux George Patton et Omar Bradley, effectua une visite significative au camp de concentration d'Ohrdrauf, une semaine après sa libération. Il semblait qu'Eisenhower était conscient que les événements horrifiques de l'Holocauste seraient un jour minimisés comme de simples exagérations, ou même niés en bloc. Eisenhower affirma que les scènes qu'il avait rencontrées étaient indescriptibles. Il décrivit les images saisissantes et les témoignages troublants de famine, de cruauté et de brutalité comme étant si intenses qu'elles lui donnèrent un léger malaise. Il expliqua avoir entrepris cette visite dans le but de rassembler des preuves directes au cas où, dans l'avenir, il y aurait une tendance à écarter ces allégations comme de simples propagandes. Le général de l'armée Dwight D. Eisenhower publia un communiqué concernant la capture du camp de concentration de Dachau. Il rapporta que leurs forces avaient libéré et nettoyé le tristement célèbre camp de concentration de Dachau, où environ 32 000 prisonniers avaient été libérés et 300 gardes SS neutralisés rapidement. Le mémorandum était bref et précis, dénué de toute émotion, et donc incapable de vraiment transmettre ce qui se passait à Dachau. Les Américains arrivèrent à Dachau un dimanche. Le mercredi, les opérations dans le camp cessèrent, alors que les plans d'évacuation se mettaient en place. Un transport de 4000 prisonniers réussit à s'échapper, mais les 42e et 45e divisions d'infanterie parcoururent les 64 kilomètres depuis le Danube plus rapidement que les Allemands ne l'avaient anticipé. À midi, une immobilité s'installa dans le camp. Les gardes SS restaient vigilants dans leur tour, surveillant la situation, quand soudain, un cri perça l'air. « Américain !» Un prisonnier courut vers la porte mais fut arrêté net par le tir sec d'un garde. En plein air, un soldat américain solitaire regardait nonchalamment les structures imposantes tandis que les gardes l'observaient, ainsi que quelques autres positionnés à 200 ou 300 mètres de là. Lorsque les Américains ouvrirent le feu, les gardes situés dans la tour à la porte descendirent, les mains levées en signe de reddition. L'un d'eux cacha un pistolet derrière son dos, et à ce moment-là, le premier Américain tira sur lui. Une Jeep s'approcha, transportant une correspondante de guerre blonde ainsi qu'un aumônier, leur présence marquant un moment significatif dans le déroulement des événements. L'aumônier se tint devant les prisonniers rassemblés qui pressaient maintenant vers la porte et les invita à réciter ensemble le Notre Père. Dans l'après-midi du 29e avril, les troupes des 42e et 45e divisions atteignirent un jalon important en libérant Dachau. Le lendemain matin, elles se retrouvèrent engagées dans des combats à Munich. À la tombée de la nuit, aux côtés des 3 autres divisions du 15e corps, elles avaient capturé la ville, qui portait la double distinction d'être la capitale de la Bavière
et le berceau du nazisme. La guerre était presque terminée. Prendre les choses en main, bain de sang des prisonniers nazis. Il fallut des années aux soldats américains pour effacer de leurs esprits les scènes horribles qu'ils avaient vues à Dachau. Le lieutenant-colonel Felix L. Sparks, commandant du bataillon du 157e régiment d'infanterie au sein de la 45e division d'infanterie de la 7e armée des États-Unis, documenta un incident funeste qui se produisit le jour même de la libération de Dachau. Sparks observa une scène où environ 50 prisonniers allemands, capturés par le 157e régiment d'infanterie, furent rassemblés dans un espace auparavant utilisé pour le stockage de charbon. Cette zone comportait un espace partiellement clos par un mur en maçonnerie en forme de L, d'environ 2,50 m de haut, adjacent à un hôpital. Une équipe de mitrailleurs de la compagnie I surveillait attentivement les prisonniers de guerre allemands. Le lieutenant-colonel Sparks quitta ses hommes pour se diriger vers le centre du camp, où des soldats SS restaient intransigeants. Après n'avoir parcouru qu'une courte distance, une voix de soldat déchira l'air en criant « Ils essaient de s'enfuir !» Presque immédiatement, des coups de feu de mitrailleuses éclatèrent à l'endroit qu'ils venaient de quitter. Il retourna en courant et donna un coup de pied à un soldat de 19 ans surnommé Bird Eye, qui manœuvrait la mitrailleuse et avait déjà tué environ 12 prisonniers, blessant plusieurs autres. Le mitrailleur, submergé par l'émotion, raconta le moment effrayant où les prisonniers avaient tenté de fuir. Sparks exprima son scepticisme quant à cette version des faits. Il affecta un sous-officier à l'arme avant de poursuivre sa route vers le centre du camp. Sparks affirma ensuite que cet incident avait déclenché une série de récits sensationnalistes dans de nombreuses publications, suggérant qu'un grand nombre, voire la totalité, des prisonniers allemands capturés à Dachau avaient été exécutés. La réalité était bien différente. Ce jour-là, le nombre total de gardes allemands tués à Dachau n'aurait probablement pas dépassé 50, 30 étant sans doute une estimation plus précise. À cette date, les archives du régiment révèlent que plus de 1000 prisonniers allemands furent transportés au point de rassemblement du régiment. À mesure que la Task Force menait l'assaut du régiment, il devint évident que presque tous les prisonniers avaient été capturés par cette unité, comprenant plusieurs centaines de personnes de Dachau. Dans l'enquête qui suivit, dirigée par le lieutenant-colonel Joseph Whittaker, un témoignage fut fourni par Howard Buchner, premier lieutenant de l'armée américaine et médecin du 3e bataillon du 157e régiment d'infanterie. Ce témoignage, remis à Whittaker le 5 mai 1945, concordait avec celui de Sparks, sans contradiction. Buchner fit une déclaration sous serment indiquant qu'aux environs de 16 heures, il arriva dans la cour où les soldats allemands avaient été abattus. Il raconta avoir observé 15 ou 16 soldats allemands morts et blessés allongés le long du mur. Il constata que certains blessés bougeaient encore mais s'abstint de les examiner. Il ne savait pas si une assistance médicale avait été demandée pour les blessés. Buchner écrivit un livre en 1986 intitulé Dachau, The Hour of the Avenger, un eyewitness account dans lequel il révéla que les forces américaines étaient responsables de la mort d'au moins 520 prisonniers de guerre allemands. Parmi eux, 346 auraient été tués sur ordre du premier lieutenant Jack Bushyhead lors d'une prétendue exécution de masse qui se serait déroulée dans la cour à charbon, quelques heures après la première fusillade à l'hôpital. Cependant, Buchner n'avait pas observé cet événement présumé, et dans sa déclaration sous serment, il se rappelait seulement avoir vu 15 ou 16 Allemands morts, et non 346, comme il l'écrivit plus tard. Dans le rapport officiel de l'enquête, son témoignage sous serment ne faisait aucune référence à une deuxième fusillade, largement documentée à l'époque. Les inexactitudes de Buchner et son utilisation arbitraire de chiffres pour relater ce faux récit concernant l'élimination complète de toutes les troupes SS à Dachau furent rapidement exploités par des organisations révisionnistes qui manipulèrent ces informations pour appuyer leurs interprétations biaisées des événements de Dachau. Rapport de mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre nazis à Dachau. Certaines des sources les plus importantes pour comprendre ce qui s'est passé dans les premiers jours de la libération de Dachau sont les lettres que les soldats américains envoyèrent à leurs proches. Le capitaine David Wilsey, un médecin américain, détailla les représailles auxquelles il avait assisté, s'adressant à sa femme Emily avec une sincérité poignante. Wilsey exprima qu'il n'avait ressenti aucun trouble émotionnel en observant les meurtres des nazis, qu'il considérait comme des bêtes méritant d'être abattues. Selon lui,
les gardes nazis méritèrent vraiment ce qu'ils avaient subi. Toujours selon Wilsey, les premières actions des prisonniers libérés se dirigèrent vers les dresseurs de chiens nazis et leurs chiens qui avaient impitoyablement pris la vie de nombreux détenus. Wilsey raconta ses expériences avec les soldats SS, détaillant comment il les avait soumis à des douches glacées alors qu'ils restaient au garde-à-vous pendant de longues périodes, juste avant que les libérateurs n'arrivent pour les exécuter. Un autre témoin, Abraham Sachar, rapporta que plusieurs nazis avaient été capturés et exécutés sans procès, de même que les chiens de garde qui les accompagnaient. Jürgen Zaruski rapporte que 16 SS furent exécutés dans la cour à charbon, comme cela est bien documenté. Mais il mentionne également 17 nazis qui rencontrèrent leur sort dans la tour B et affirme que d'autres pertes ont été causées par des soldats américains lors de l'incident. Entre quelques individus et jusqu'à 25 ou 50 autres auraient perdu la vie aux mains des détenus. Les recherches de Zaruski s'appuient sur les archives complètes des interrogatoires figurant dans le rapport officiel de l'enquête de mai 1945, qui devinrent publics en 1992, accompagné d'une collection de documents rassemblés par le fils du général Henning Linden. Les photographes de l'armée américaine, parmi lesquels Paul Avrit, Georges Gaberlavage, Sidney Rachlin et Ed Royce, capturèrent la documentation des représailles lors de la libération de Dachau. Walenty Lenarczyk, un ancien détenu de Dachau, raconta le moment de la libération. Il rapporta que les prisonniers s'élancèrent par-dessus les barbelés, soulevant les Américains sur leurs épaules tandis que d'autres capturaient les SS. Le premier officier SS repoussa quelques prisonniers, mais le courage des détenus monta en flèche. Ils ripostèrent, mettant les assaillants à terre, et il devint impossible de savoir s'ils avaient été piétinés ou s'ils avaient subi un sort plus fatal. Mais il était clair que des vies avaient été perdues. Dans une autre partie du camp, des SS, des capots et des informateurs furent soumis à une violence brutale, leurs corps frappés sans relâche par des poings, des bâtons et des pelles. Lors d'un incident notable, des troupes américaines observèrent 2 prisonniers battant sauvagement un garde allemand, utilisant une pelle comme arme. Le lieutenant Bill Walsh était présent pour assister à cet événement déchirant. Un soldat aperçut un détenu piétinant sans relâche le visage d'un trooper SS, le laissant dans un état de dévastation totale. Alors que le soldat l'interpella, lui disant qu'il devait avoir beaucoup de haine dans son cœur, le prisonnier répondit simplement d'un hochement de tête silencieux. Un aumônier américain reçut un témoignage déchirant de 3 jeunes hommes juifs qui s'étaient échappés du camp lors de la libération. Ils racontèrent avoir confronté un des gardes SS les plus sadiques, le trouvant caché dans une grange déguisé en paysan et l'ayant ensuite battu à mort. À la suite de l'apparition de témoignages concernant ces meurtres, le lieutenant-colonel Joseph Whittaker, assistant de l'inspecteur général de la 7e armée, reçut l'ordre de mener une enquête. Le 8 juin 1945, un rapport intitulé « Investigation of Alleged Mistreatment of German Guards at Dachau » fut publié, communément appelé le rapport IG. En 1991, une découverte significative fut faite lorsqu'une copie archivée fut retrouvée dans les archives nationales à Washington, D.C., puis rendue publique. Whittaker documenta un incident près de l'entrée arrière du camp, où le lieutenant William P. Walsh, commandant de la compagnie I, abattit 4 soldats allemands qui s'étaient rendus à lui dans un wagon. Le soldat de première classe, Albert C. Pruitt, monta dans le wagon où il donna le coup de grâce aux hommes blessés. En entrant dans le camp, Walsh, accompagné du lieutenant Jack Bushyhead, l'officier exécutif de la compagnie I, prit en charge le processus de séparation des prisonniers de guerre en 2 groupes distincts, ceux affiliés à la Wehrmacht et ceux appartenant aux SS. Les SS furent conduits dans une zone désignée, où ils furent exécutés par la compagnie 1, utilisant une variété d'armes. L'enquête poussa l'armée américaine à envisager des cours martiales pour les personnes impliquées, notamment le commandant de bataillon, le lieutenant-colonel Felix Sparks. De plus, le lieutenant Howard Buchner fut mentionné dans le rapport pour ne pas avoir fourni d'assistance médicale aux SS blessés dans la cour à charbon, ce qui fut considéré comme une négligence. Dans un geste décisif, le général George S. Patton, qui venait de prendre ses fonctions de gouverneur militaire de la Bavière, choisit de rejeter les accusations portées contre lui. Par conséquent, les personnes ayant été témoins des meurtres ne furent pas confrontées à un interrogatoire en cour martiale, efforts inutiles pour empêcher la violence contre les nazis. À la fin de 1945, le colonel Charles L. Decker, alors juge-avocat adjoint en exercice, tira une conclusion concernant la situation.
Il reconnut qu'il y avait probablement eu une violation du droit international. Cependant, il exprima l'idée que, compte tenu des circonstances auxquelles les premières troupes de combat étaient confrontées, il n'était ni juste ni équitable de poursuivre la tâche ardue, voire irréalisable, de déterminer les responsabilités individuelles à ce moment-là. Il fut décidé que les scènes horribles à l'intérieur du camp et la cruauté exercée par les nazis justifiaient des réactions émotionnelles profondes et parfois violentes. De nombreux gardes SS, ayant joué un rôle dans les actes horrifiques du camp, furent appréhendés sur les lieux. Dans le chaos de la situation, des soldats américains prirent sur eux d'exécuter ces gardes sur le champ, agissant sans directive de leurs supérieurs. Le lieutenant-colonel Felix Sparks, témoin des événements, tenta d'intervenir et de mettre un terme aux exécutions. Cependant, les émotions intenses et la tourmente qui régnait dans cette situation ont engendré un cycle de violence. Au milieu de ce chaos, soldats et prisonniers libérés se retrouvèrent emportés par la brutalité dont ils avaient été témoins, les amenant à participer à ces actes de représailles. Cet événement s'est révélé être un dilemme moral complexe, justifiable mais interdit par les lois de la guerre. À mesure que la situation se stabilisait, les forces américaines se tournèrent vers les besoins urgents des prisonniers libérés. L'accent fut mis sur les efforts de secours, en donnant la priorité aux soins médicaux et à la distribution de nourriture. Parallèlement, les forces américaines entamèrent le processus de documentation minutieuse des crimes perpétrés à Dachau, pleinement conscientes de l'importance de préserver les preuves des atrocités nazies pour l'histoire et la justice. Néanmoins, les exécutions des gardes SS ne purent être dissimulées. Alors que les rapports commençaient à apparaître, des rumeurs sur les événements se répandirent parmi les communautés militaires et civiles, déclenchant une enquête. Les représailles à Dachau ont suscité des débats moraux qui perdurent depuis des décennies. Certains estiment que les actions des soldats américains étaient non seulement justifiées, mais compréhensibles, compte tenu des horreurs immenses qu'ils venaient de découvrir. L'image terrifiante des morts, des blessés graves et des captifs tourmentés a mis à l'épreuve la résilience de nombreux soldats, rendant difficile pour eux de garder leur sang-froid. Certains affirment que les exécutions sommaires, bien que peut-être alimentées par des émotions fortes, allaient à l'encontre des principes mêmes que les Alliés cherchaient à défendre. Les Alliés se voulaient distincts des nazis en promouvant la justice, le respect de la loi et les idéaux démocratiques. Exécuter des prisonniers sans procès constituait une menace sérieuse pour l'intégrité de ces valeurs. La lutte constante entre justice et vengeance émerge comme un thème central dans le discours autour de la guerre, en particulier dans le contexte de la réponse aux crimes contre l'humanité. Le fardeau émotionnel que les soldats endurent lorsqu'ils sont confrontés à un mal aussi profond pousse à une réflexion plus approfondie sur les limites de la conduite acceptable dans les situations extrêmes. Après la Seconde Guerre mondiale, les représailles à Dachau s'estompèrent progressivement dans la conscience publique, éclipsées par l'ampleur des atrocités nazies et de l'Holocauste dans son ensemble. Le discours historique se concentra sur les grands procès pour crimes de guerre à Nuremberg, mettant en lumière l'effort considérable pour rendre justice aux innombrables victimes. Les événements de Dachau restent gravés dans la mémoire collective, revenant fréquemment dans les discussions sur l'éthique en temps de guerre et la conduite des opérations militaires. Parmi les survivants de Dachau, les réactions face aux exécutions furent variées. Certains comprirent et même soutinrent les actions des soldats, les percevant comme une forme de justice pour l'inhumanité qu'ils avaient subie. D'autres pensaient qu'une approche plus pragmatique de la justice aurait été de passer par des voies légales, soulignant l'importance d'un système promouvant la responsabilité plutôt que la vengeance. Les représailles sont un exemple saisissant d'éthique militaire, fréquemment examiné à travers le prisme des lois de la guerre et des conventions de Genève. Leur récit met en lumière les défis profonds que représente le maintien de la discipline et des normes légales au milieu d'atrocités inimaginables. Les exécutions à Dachau illustrent les défis profonds auxquels les soldats sont confrontés lorsqu'ils se trouvent face à des dilemmes moraux dans le feu de l'action où les réactions émotionnelles prennent souvent le dessus sur les limites légales. Les représailles de Dachau constituent un chapitre moralement complexe dans le récit de la Seconde Guerre mondiale, marqué par l'absence de répercussions juridiques pour les soldats impliqués. Cela sert de rappel poignant que, dans la lutte contre la tyrannie et le génocide, le respect de l'état de droit est essentiel pour rendre justice,
plutôt que de céder à la vengeance. Les exécutions sommaires des gardes nazis et toute la violence qui s'est produite lors de la libération de Dachau montrent comment les êtres humains peuvent réagir de manière inattendue, surtout lorsqu'ils sont confrontés aux horreurs des traitements infligés par les nazis aux prisonniers. Les soldats américains se retrouvèrent face à la cruauté des camps de la mort SS. Certains ne purent se retenir et tuèrent des nazis sur le champ. D'autres détournèrent simplement le regard pendant que leurs subordonnés ou les détenus eux-mêmes faisaient le sale travail. Les rapports publiés après les enquêtes sur ces événements restaient ambigus. Bien que ces actions n'aient pas eu de répercussions juridiques, elles ont déclenché des discussions persistantes concernant les obligations éthiques et légales des soldats lorsqu'ils sont confrontés à des situations extrêmes. Dans le contexte plus large de l'Holocauste et de la guerre, les représailles à Dachau servent de rappel poignant de l'équilibre délicat qui existe entre justice et vengeance.